J'ai passé 24 heures sans électricité dans la pire panne de l'histoire du Portugal. Je vous raconte. Alors voilà, pour l'effet dramatique et le hook, c'est bon. Mais plus sérieusement, je vais vous raconter ce qui s'est passé durant ces 24 heures. C'est très intéressant, ça m'a appris plein de choses sur la liberté financière. Et qu'est-ce que vous feriez dans ces cas-là? Comment vous vous adaptez, comment vous réagiriez si jamais il n'y avait plus d'électricité? Donc tout commence vers 11h30 ici, heure locale, et quand voilà, plus de courant dans la maison. Très vite, sur les réseaux sociaux, les réseaux privés dans lesquels on est, il y a des personnes qui disent mais la coupure, c'est pas que dans notre ville, ça semble général au Portugal. Puis quelques minutes plus tard, on apprend que c'est général à l'Espagne, à la péninsule ibérique, quelques endroits en France, on va passer aussi d'autres pays en Europe. Donc on se dit, voilà, il y a quelque chose d'assez important qui est en train de se passer. Et donc plus les minutes passent, parce que des coupures, ça arrive de temps en temps, mais ça dure 1 à 2 minutes, plus le temps passe, plus évidemment la situation devient inquiétante. Parce que je me demande bien, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se préparer ou est-ce qu'on doit juste attendre que ça revienne et ça revienne dans un délai raisonnable? Puis vers midi et quart, moi j'ai mon entraînement de jiu-jitsu, donc j'y vais comme à mon habitude. Alors ma femme est un peu inquiète, elle me dit mais c'est peut-être la fin du monde, en plaisantant à moitié. Et toi tu vas à ton entraînement de jiu-jitsu? Je dis écoute, si c'est la fin du monde, c'est un des meilleurs trucs à faire de continuer à s'entraîner, à progresser jusqu'à la dernière minute. Donc j'y vais, l'entraînement se passe très bien. Et puis à l'issue de l'entraînement, je vois qu'il n'y a toujours pas de courant. Donc là, il est à peu près 14 heures, ça fait 2h30 qu'il n'y a plus d'énergie. Donc évidemment, on commence à s'inquiéter pour le contenu du réfrigérateur. Nous, les enfants sont à la maison, donc on n'avait pas d'inquiétude par rapport à l'école. On ne travaille pas dans un bureau, on n'a pas de transport, on n'est pas dans une grande ville. Donc on n'avait aucun de ces soucis-là liés au métro. Ce jour-là, on ne voyageait pas, il n'y avait pas d'avion. Donc ça simplifie énormément les choses. Mais la durée importante de la coupure commence quand même à me préoccuper. Donc je me suis dit, bon, on attend encore un petit peu. Et puis vers 15h, 15h30, donc là, ça faisait vraiment un long moment. Et puis on commençait à voir dans la presse quelques communiqués qui disaient que la remise en route allait prendre 6 à 10 heures. Et donc là, je me dis, on va être concerné pendant encore probablement au moins la journée. Et il y a eu des annonces aussi même de personnes qui disaient que le retour à la normale prendrait 1 semaine. Donc on s'est dit, c'est très très bizarre. Donc le matin même, on était allé aux courses, on avait acheté pas mal de produits frais. Donc ça, déjà, on s'est dit, bon, on va devoir les utiliser et en jeter une partie parce qu'il y en a trop. Et ce qu'on s'est dit, c'est, bon, vers 15h30, on s'est dit, on va aller au supermarché, faire des courses supplémentaires, des produits secs. Y aller avant 17, 18h, 19h, quand tout le monde un peu sort du boulot. Donc on est allé au supermarché, il y avait un peu de monde, mais franchement, c'était une journée normale, à part que beaucoup de gens, effectivement, achetaient des bouteilles d'eau. J'ai vu des gens qui faisaient leurs courses tout à fait normalement, comme si de rien n'était, peut-être qu'ils ne savaient pas, je ne sais pas. Les supermarchés, bien évidemment, fonctionnaient tout à fait normalement, tout était alimenté. On n'aurait pas pu dire qu'il y avait un problème. Il y a des gens qui étaient au café, enfin voilà. Donc moi, de ce que j'en ai vu, dans le coin où je suis, c'est une petite ville, tout était normal, les gens étaient très calmes, il n'y a eu aucun problème. Mais ça m'a quand même fait réfléchir, puisque évidemment, à partir du moment où il y a une coupure, retirer de l'argent, c'est impossible. Il y a beaucoup de stations-service qui étaient fermées. Et moi, dans les groupes de discussion dans lesquels je suis, les gens qui avaient des voitures électriques ont commencé à paniquer en se disant moi, il me reste 150 km d'autonomie. Voilà, donc faut pas que ça dure trop longtemps. Moi, j'ai mon vieux diesel, il y avait encore 1000 km d'autonomie, j'avais quasiment le plein. Donc j'étais assez serein par rapport à ça, ça pourrait durer 1 semaine, je pourrais quand même continuer à me déplacer. Donc ça fait réfléchir évidemment à ce genre de choses. Bien sûr, dans ces cas-là, si vous avez du Bitcoin, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous avez par contre des métaux précieux, ça sert à quelque chose, si c'est accessible. Donc ça m'a amené sur toutes ces réflexions-là. Je ne sais pas comment vous envisagez la chose, si jamais c'est une situation qui arrive. Alors, je sais qu'il y a tout un pan de ce qu'on appelle la collapsologie, de personnes qui réfléchissent ou même qui mettent en pratique beaucoup de choses par rapport à ce genre de situation, avec tout un tas de concepts sur la base minimum, les stocks de nourriture, etc., pour une certaine résilience. Moi, dans mon cas,
Je ne suis pas évidemment dans cette démarche, mais j'ai quand même 2-3 précautions. J'ai une réserve avec 12 000 litres d'eau dans mon jardin. J'ai des panneaux solaires, mais pour l'instant, j'avais pas de batterie. Et ça m'a clairement manqué, parce que c'était une belle journée ensoleillée, la production était au maximum, et je ne pouvais pas alimenter ma propre maison. Donc ça, c'est quand même un peu nul. Donc ça, je vais y remédier clairement dans les actions à mener, c'est rajouter une batterie et pouvoir être off-grid s'il y a une coupure. Voilà, une journée, 2 journées, pouvoir fonctionner sur les réserves, parce que c'est vraiment dommage. J'ai l'installation qui est là, on a le soleil ici, donc c'est vraiment inutile d'avoir des panneaux solaires dans ces cas-là. C'était un petit peu dommage, évidemment je ne pouvais pas les auto-consommer. Mon système n'est pas adapté pour cela. Et donc du coup, la situation perdure, on va au supermarché, on fait quelques courses, alors rien d'extraordinaire, on prend juste des produits secs, de quoi manger pour ce soir, demain. On a une réserve avec pas mal de produits aussi pour tenir, on pourrait tenir 10 jours sans aller au supermarché s'il le fallait. Mais on se dit, voilà, on va quand même prendre d'autres produits et surtout acheter des bougies, parce que pour le coup, d'un point de vue très pratique, on n'a ni torche, ni bougie. Et là, on s'est dit, bon là, c'est un peu dommage. J'avais quand même le barbecue à gaz, donc je pouvais cuire, et c'est ce que j'ai fait, on a cuit de la viande au barbecue, donc ça, c'était assez cool. Mais voilà, tout de suite, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué, tout de suite, sur des trucs assez pratiques, d'arriver à faire un repas et à y voir quelque chose. Donc, on a mangé à la bougie, des salades et des choses grillées, et c'était très bien. Mais globalement, ça interroge sur votre niveau d'indépendance financière. Je sais que ça a été très compliqué dans certaines zones, dans les grandes villes, à Lisbonne, mais évidemment en Espagne. Je sais que dans les grandes villes aussi, à Lisbonne, il y a par exemple les coiffeurs se sont mis ils ont continué à prendre des clients, mais ils se sont mis dehors parce qu'à l'intérieur, ils n'avaient pas de lumière et c'est pas évident de travailler. Donc ils se sont mis sur les trottoirs à couper les cheveux des clients. Donc les gens se sont adaptés. Les petits commerces, évidemment, ont souvent été touchés. Ils n'ont pas de système, ils n'ont pas de générateur, de groupe électrogène ou autre. Les grands magasins, etc., eux, zéro problème, zéro différence. Ce qui était intéressant aussi, c'est que les réseaux de téléphone mobile ont continué à fonctionner normalement pendant 2-3 heures. Il y avait les mêmes réseaux, etc. Mais au bout de 4-5 heures, on avait un réseau qui était dégradé, qui était très lent. J'avais encore de la 4G, ça marchait, je pouvais encore aller sur Internet, afficher des pages, mais c'était extrêmement lent. Et puis vers le soir, vers 18-19 heures, là par contre, il n'y avait plus de réseau, j'avais plus de données. Et même passer un simple appel, c'était compliqué. J'ai réussi à passer un appel, mais ça marchait très très mal. Alors comment s'est-on retrouvé dans cette situation? L'explication aujourd'hui la plus probable, alors clairement, sans virer dans le complotisme, je pense que je suis pas sûr qu'on aura officiellement l'explication qui nous sera donnée, parce qu'il semble que ce soit lié à la part d'énergie renouvelable dans la production espagnole. Et c'est ça qui aurait fait tomber le système d'après les experts en énergie que j'ai pu consulter. Donc la semaine dernière, l'Espagne s'était vantée d'avoir fait une journée 100% renouvelable. Et ben, je pense qu'on a eu le contre-coup dès la semaine suivante. Et donc apparemment, l'origine du problème, c'est que la fréquence sur le réseau elle doit être de 50 Hertz, donc c'est la fréquence de l'énergie, et il y a eu un décrochage de cette fréquence qui est tombé apparemment à 48,5, et ça paraît pas beaucoup, mais ça déstabilise le réseau. Le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont difficilement pilotables. En tout cas, il faut rajouter des systèmes pour ça. Alors, je suis pas un expert des énergies, loin de là, mais voilà, je vois bien en tant que possesseur de panneaux solaires que c'est difficile à piloter. En gros, ça produit quand il y a du soleil et ça ne produit pas quand il n'y en a pas. Donc, sur des systèmes à large échelle, sur un réseau, il faut évidemment avoir des systèmes supplémentaires pour réguler tout ça. Et c'est le rôle des gestionnaires de réseau. Donc cette variation de fréquence a mis en protection beaucoup d'équipements, des centrales de production, etc. Ce qui fait qu'il y a eu une baisse de 60% de la production d'énergie en Espagne dans l'ordre de quelques secondes. Donc ça, en fait, ça a fait écrouler tout le système. La France a détecté le problème et a coupé le lien avec l'Espagne. Le Portugal ne l'a pas fait. Alors je ne sais pas s'ils étaient en mesure techniquement de le faire. En tout cas, ça n'a pas été fait. Du coup, il a été entraîné dans cette problème. Donc voilà, on ne sait pas exactement si c'est une variation à la hausse ou à la baisse de la production
solaire qui a créé le problème, et le problème semble bien venir de la variation de la fréquence qui a mis en protection pas mal d'équipements, et puis ça s'est enchaîné, ça s'est comme des dominos, et tout s'est écroulé. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi ils ont mis autant de temps pour rétablir tout cela, parce qu'au final, ça a duré quasi 24 heures dans certains endroits. À 1 h du matin, tout s'est allumé dans la maison, puisqu'évidemment, les enfants avaient activé tous les interrupteurs de toutes les pièces, donc la maison s'est tout allumé, ce qui évidemment nous a fait prendre conscience que le courant était revenu. Alors bien évidemment, l'explication de la variation de température extrême ou je sais pas quoi, ça ressemble quand même pas mal à du bullshit. Je pense que comme ça va à l'encontre du narratif qui est rabâché depuis 10 ans sur le climat, etc. Je pense qu'on va avoir du mal à avoir cette explication officielle. Mais voilà, ça vient d'un problème de stabilité tout simplement du réseau. Alors vous imaginez les scènes de panique qu'il y a dû avoir dans les trains qui se sont arrêtés, des gens coincés dans les ascenseurs, parce qu'on n'y pense pas assez. Évidemment, je pense qu'il va y avoir un petit pic d'intoxication alimentaire là dans les jours à venir, de tous les gens qui ont gardé des produits qu'ils n'auraient pas dû garder. Mais bon, voilà tout ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont décédées, par exemple, qui étaient hospitalisées à la maison avec un respirateur. Bah oui, dans ces cas-là, elles n'avaient pas de groupe électrogène à la maison. Donc il y a eu des effets comme ça, malheureusement. Mais voilà, à quel point vous êtes préparé à ce genre de situation, et à quel point vous êtes résilient. Donc de mon côté, bah, on va quand même prendre quelques dispositions, même si c'est un événement exceptionnel. On va quand même prendre quelques dispositions, donc avoir une batterie. Évidemment, les personnes qui utilisent Starlink pour Internet, parce que me concernant, je suis désolé, mais ça fait un peu first world problem, mais me concernant, mon problème principal, c'était de ne pas avoir Internet en réalité. Donc, me concernant, Starlink, avec une batterie chez soi, permettait d'avoir Internet et de continuer à avoir une journée quasi normale. Et je pense dans ces cas-là, c'est aussi quand même pas mal d'avoir au moins un véhicule diesel avec une grosse autonomie de côté. C'est également bien d'avoir une bouteille de gaz avec de quoi faire cuire de quelque chose, d'avoir des produits secs, voilà, sans être dans l'excès, parce que je suis pas collapsologue et je crois pas à la fin du monde, mais d'avoir un peu de résilience, c'est pas une mauvaise idée. Et donc voilà, on va adapter 2-3 trucs. Je pense qu'on va prendre aussi davantage une batterie externe également déplaçable, du style EcoFlow ou autre. Ça peut être une bonne solution d'avoir ça à la maison. Le bénéfice principal, c'est que on n'avait plus accès à Internet, plus au téléphone, et donc au final, c'est une déconnexion forcée qui a fait du bien. On a passé du temps avec les enfants, on est allé se balader, on est allé jouer au foot dehors. Et au final, c'était pas plus mal. Je sais qu'il y a pas mal de villes dans lesquelles, notamment en Espagne, où les gens se sont retrouvés dehors, puis à boire des coups, et puis à attendre tout simplement à passer la soirée. Parce que dans ces cas-là, oui, hein, c'est autant le prendre de cette manière-là. Donc il n'y a pas eu de scène de pillage, il n'y a pas eu de scène de panique, il n'y a pas eu tout ça. Parce que voilà, l'Espagne et le Portugal sont quand même des pays globalement cool, sereins et civilisés, donc ça s'est globalement bien passé. Mais c'est vrai que si ça arrive dans d'autres zones, ça peut poser problème très vite. J'en ai discuté, j'ai pas mal d'amis qui arrivent d'Afrique du Sud, hein, d'où ils étaient, et ce genre de coupure arrive fréquemment. Hein, c'est fréquent pour eux de passer une journée sans énergie. Évidemment, ils sont beaucoup moins sereins quand ça arrive. Voilà, donc ici, ça s'est très bien passé. Donc, j'allais dire plus de peur que de mal dans la majorité des cas. En tout cas, préparez-vous à ce genre de cas, c'est quand même intéressant comme cas d'école. Voilà, portez-vous bien. Petite vidéo un petit peu hors de ce que je fais d'habitude, mais c'était quand même c'est un événement exceptionnel qui est arrivé. Et je trouve que c'était intéressant de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, se dérouler de cette journée-là, et puis comment également tout ça s'est terminé.